Bon, salut Joselito. Salut Arnaud, tu vas bien? Ouais, épisode 4 déjà. Top, on avance, impeccable. On avance. Et puis cette fois-ci, je me suis dit que j'allais annoncer tout de suite la couleur. On va parler des to-do Ah, list. Ah oui, on a parlé déjà de pas mal de choses. hmm, Et en fait, to-do list, voilà, c'est pas. Voilà. Il y en a qui disent que c'est un enfer et qu'on ne veut pas. ouais. Il y en a d'autres qui se disent est-ce que ça peut me rendre un peu plus serein? Et donc, on va parler de ça. Ah, bien, ok. Pour moi, c'est un enfer. Ça me rend pas serein, ça me fait peur, les to-do list. Oui, Euh, ah oui, mais on va voir. On va voir en ouais, fait, hein, on va voir. Donc on va juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans les précédents épisodes. oui, Donc on rappelle que 4 raisons pour bien rédiger ces tâches. La première, c'est que si on ne les rédige pas, elles restent dans la tête et donc on va avoir une charge mentale pas possible. La deuxième chose, c'est que quand elles sont bien rédigées, quel que soit le niveau de stress qu'on aura, on saura exactement ce qu'il y a à faire et on pourra faire du tri dessus. Et donc, si elles sont bien rédigées, eh ben, on pourra faire plus facilement la revue et la priorisation. On ne sera pas en train de se dire, tiens, Dominique Dupont, qu'est-ce qu'il faut j'ai marqué Dominique Dupont, qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais plus, etc., etc. Et puis, le dernier point qui est très important, on le verra plus tard quand on travaillera sur la priorisation, c'est que c'est beaucoup plus facile de déléguer puisque quand la tâche est bien rédigée, on a tous les éléments dans la tâche et donc on est sûr de rien oublier. Mais ça, tu t'en ok, rappelais, évidemment. oui, ouais. Et j'ai mis en Bien. application et c'était bien. Eh bien, écoute, on fait un petit point. Voilà, je t'ai proposé quelques questions. Depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la gestion du temps? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce qui t'a surpris quand tu es retourné dans ton entreprise de café par rapport à ce qu'on a vu la dernière Euh, fois? Dis-nous. je suis vraiment surpris par le fait que très, très, très peu de gens évaluent, mesurent, traquent leur temps d'une façon ou d'une autre. Je me suis demandé pourquoi moi je ne le faisais pas. En fait, je me suis dit, OK, en vrai, je ne traque pas mon temps. Et j'ai eu deux réponses à ça. D'abord, parce que je n'ai pas besoin de le faire, d'une part. Et je n'ai pas besoin de le faire, non pas parce que je n'ai pas à justifier mon temps, je n'ai pas de pointeuse. C'est juste que je n'ai pas besoin de le faire parce que finalement, je l'ai fait depuis tellement longtemps que j'ai tout organisé autour de ça en fait. Donc oui, j'ai pas d'outils parce que quand même, j'ai une partie de mon activité où j'ai pas besoin de faire ça. Mais deux, je m'aperçois que je vois passer pas mal de réunions qui ne sont pas mises dans des agendas. Il n'y a pas d'archivage du temps passé sur une réunion. Je parle même pas de ordre du jour, machin, du fait que ça soit une activité. Hein. Je dis juste que déjà, on se réunit, on ne met pas un temps, alors que moi, je le fais systématiquement. Si je te dis, on peut se voir, ouais, on se voit 30 minutes, ça te va, ouais, je mets un temps dans l'agenda. Ce qui fait que j'ai déjà du time tracking par définition. Deux, j'ai mon outil de gestion aussi de projet qui, lui, me fait que je mets ce temps-là. Mais anecdote. Chez mon torréfacteur, j'ai un dirigeant qui me dit « Joselito, cette semaine, mais c'est même pas la peine. Je suis au taquet. » Et son agenda, on ne voit pas ce qu'il a comme dans ses rendez-vous. Mais par contre, on voit occupé, occupé, occupé. Et effectivement, le truc, il est plein comme un œuf. D'accord. Passe hier une bande de jeunes avec caméra, micro, etc., etc. Et là, tu sais, tout le monde se dit, ouais, il se passe quoi? Il y a un film, il y a un tournage, machin. Et c'est une école quelque part à Montpellier qui vient, des étudiants d'une école audiovisuelle qui viennent faire un tournage sur le café, machin, machin. Et là, mon PDG, il fait tomber la veste, il trouve une veste, je ne sais pas où d'ailleurs, parce qu'il n'était pas habillé avec, et voilà qui met une veste, et voilà qui se coiffe, et blablabla, et blablabla, et d'un seul coup, il trouve 45 minutes dans sa journée pour aller faire le kéké devant une vidéo, parler à des gens. Voilà.
Et j'observe le truc et je pense à toi et je me dis, bah merde, le gars, il n'a pas 20 minutes, il est juste surbooké. Il faut imaginer que je lui demande 30 minutes de son temps. J'arrive, je me pointe lundi en lui disant 3 sujets. Donc, mail, bonjour, j'ai besoin de ton temps sur 3 sujets. Tu dois arbitrer 3 trucs. Mon agenda est à ta disposition. 1, prends pas rendez-vous dans mon agenda. 2, m'alpague entre deux portes. 3, passe 45 minutes à faire le kéké devant une vidéo. Sans mesurer si ça a un impact, machin. C'est pour des étudiants, c'est pour une école. Hein. La vidéo, on ne va jamais la voir. Elle ne sert à rien. De mon point de vue de communicant, voilà. Donc ça me fascine. En fait, ça me fascine de voir que le temps n'est pas mesuré à aucun moment. 2, en réunion, j'ai présenté la règle des 2 minutes. Ouais. Waouh. Ça a fait un effet waouh. Tu prends conscience qu'il n'y a pas de formation sur le temps. Il y a peu de formation de formation. On te donne peu on te demande pas de consacrer du temps à ta gestion du temps. La boîte mail, j'ai fait ça dans la même semaine, en fait, dans la même journée, j'ai fait la même chose avec Gmail, mais à l'envers. C'est-à-dire que j'avais en face de moi une personne qui a plein d'onglets, pour ceux qui connaissent la boîte Gmail, donc il y avait plein d'onglets, et elle me dit « Ah, je m'y retrouve jamais, José Lito. » Je lui ai enlevé tout le bordel d'onglets. Waouh, tu m'as sauvé la vie. Et l'après-midi, une autre personne, je lui ai fait l'inverse. Je lui ai mis des onglets, elle m'a dit « Oh, j'ai plus de mail. » Elle était trop contente. Donc, gestion des emails, qui est quand même un outil massivement diffusé, et la gestion du temps, simplement le sentir, voilà. Donc, moi, j'ai gagné, en fait, grâce à toi, j'ai gagné une prise de conscience de 2 choses. Que déjà, depuis longtemps, je m'intéresse au temps que je passe. Ça, c'est un sujet. La valeur, ça, c'est un autre sujet. Et que je constate, je fais le constat, en tout cas dans des PME, ça c'est sûr, que quand tu fais ce travail-là, tu sors clairement du lot, quoi. Spontanément, tu sors du lot, ça donne une image de toi très professionnelle. Ça épate. Alors, d'accord, je suis un borgne au royaume des aveugles, hein, mais peu importe. Peu importe, le fait que tu te mettes dans cette posture-là, que tu fasses ce que tu as demandé. Attends, tu me demandes quelque chose. C'est pour quand? C'est pour qui? C'est avec qui? C'est machin. On cale un temps dans l'agenda. À ton avis, ça va me prendre combien de temps? Waouh! Tu passes pour quelqu'un de super, méga organisé, donc performant, donc professionnel. Je ne juge pas ici que ce soit, si ça a mis ou pas, peu importe. Ça produit chez certains interlocuteurs cet effet-là. Donc, ça a de la valeur. Bon, bah écoute, de toute façon, la formation, elle va venir. Hein. Donc, pour ceux qui nous regardent, ça va venir. On va faire un petit wrap-up, un truc. On commencera par faire un truc tout simple. D'ailleurs, s'il y a des bêta-testeurs qui veulent le tester, vous nous trouvez sur LinkedIn et puis vous nous dites. Je réagis sur ton PDG, en fait. En fait, c'est tout bête. Il a sans doute des choses qui l'embêtent prodigieusement à faire. Et en fait, quand il a vu ce truc-là, c'est une opportunité pour lui, quelque part, de prendre du plaisir. Ouais, de se tirer de Voilà. c'est l'école Voilà. buissonnière dans sa journée. Et en gros, je suis certain que quand il est descendu, éventuellement pour les voir, il était persuadé qu'il allait passer que 5 minutes. Aucun doute. Voilà. Donc, il a dit, c'est pas grave, je vais passer 5 minutes. Et là, on est exactement dans ce qu'on a vu la dernière fois, des voleurs de temps. C'est que quand on n'a pas, en gros, des rappels, des choses comme ça pour dire qu'on devrait faire ça dans peu de temps, ben, on ne se rend pas compte qu'on se fait voler du temps. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Je vais aller, on finit avec ça, mais il a une watch, la Apple, et en réunion, il est tout le temps en train de regarder son truc. Tu vois. Et je me dis, waouh, le gars, il suit son temps. Tu vois, au début, je le voyais tout le temps faire comme ça. Et je lui dis, donc, on se parle, on est en train de faire un truc, on est sur un sujet un peu sympa.
tu vois, quelques arbitrages de combien d'argent on va dépenser. Et comme je le vois faire ça, il m'écoute, il me dit, machin. Je dis, mais si tu n'as pas le temps, on en parle plus tard. On prend un temps pour faire ça. Et non, 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 j'ai tout mon temps, je t'écoute. Et il m'a expliqué. Alors, en fait, je dis, man, franchement, je comprends pas. Enfin, t'es super précis sur ta gestion du temps. Il me dit, ah non, non, je regarde pas l'heure, je regarde juste mes notifications. Ah ouais, ben voilà. Non, mais À cherche lui mettre pas. des claques, sale gosse. En fait, il a ses notifications, il n'en coupe aucune et tout le temps, en réunion, H24, il est tout le temps en train de te parler comme ça. Et ça c'est un voleur de temps et tu parlais de charge mentale, mais c'est un voleur d'attention. Ah C'est bah criminel, ça. quoi. À ce stade, c'est criminel parce que 3 mois après, tu lui reparles d'un sujet. Il dit, mais je comprends pas, mais on n'en a pas parlé de ça? Si, il y a 3 mois, une extenso, mais c'est pas grave. Donc, ça aussi, ça, c'est un sujet, ces trucs-là. On fera un Ouais, truc. De toute façon, spécial. j'ai fini de ces deep work. Je t'en ai parlé de Cal Newport, Oui, là. d'accord. Et donc, je vais faire un petit résumé des principaux points qu'il y a dessus. Et en fait, voilà, j'ai fait couper toutes les notifications à ma femme. C'est ce qu'elle fait, voilà. Et elle a commencé à mettre en place aussi le fait de bloquer son temps cette semaine. Et puis, la semaine prochaine, elle va mettre en place aussi ce qu'on va voir dans la session d'aujourd'hui. Et quelque part, c'est beaucoup plus serein parce qu'elle commence à changer ses habitudes et donc à pas le soir se dire j'ai rien fait, mais elle va être capable de regarder son agenda et de se dire ah bah j'ai quand même fait ça. Et rien que ça change beaucoup de choses. J'ai passé 4 heures à faire un budget marketing cette semaine. Je me suis dit, je me bloque une matinée. J'ai culpabilisé. J'ai culpabilisé en me disant, waouh, je bloque une demi-journée. Mais c'est juste un sujet méga important en vrai. Hein. Ouais. C'est juste très, très important. Et j'ai vu la nécessité de se plonger. Quand j'écris des contenus, j'ai compris. Tu vois, enfin, quand je veux écrire des articles de blog, si je me dis, bah, il faut que j'en sorte un par semaine, j'ai tout intérêt à les faire, ceux du mois, les faire en une passe. Oui. Parce qu'il me faut 1 heure pour me lancer. Donc, j'ai intérêt à prendre une journée et faire que ça, mais le finir intégralement. Et j'avais jamais, depuis longtemps, je n'avais pas cette sensation-là. Là, aujourd'hui, quand je suis à mon bureau, à la maison, je fais ce que j'ai à faire comme j'ai à le faire. Et là, il y a des gens qui me sollicitent, etc. Et j'ai l'impression je culpabilise parce que je fais mon job, en fait. Et parce que je décide d'accorder une plage de temps qui me semble énorme. 4 heures, ça me semble énorme. Cal Newport prend plusieurs exemples et il donne des exemples de gens qui carrément vont à un endroit, quand ils ont du travail important à faire, ils vont dans un endroit où il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, etc., pour être au calme. Ouais. L'autre point, tu parlais des batchs. Pareil, il donne l'exemple de ce qui est devenu Basecamp. Ouais. D'accord. Et il dit, voilà, au début, le patron, il disait, je vais faire comme Google, je vais donner 1 jour par semaine aux gens pour innover. OK. D'accord. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était beaucoup moins performant que de dire, éventuellement, je vous donne 1 semaine pour innover tous les 2 mois. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'une fois que tu es lancé, d'accord, le fait de s'arrêter, de se rappeler où on en était, plus tous les emmerdements que tu as eus avant, etc., va polluer en fait ta productivité. Et en fait, donc il n'en parle pas, mais en gros, c'est l'origine même des design sprints, où en gros, on a une journée, on pose le problème, on fait une idéation, on converge, on fait un proto, etc. Et on le fait en 5 jours. Et en 5 jours, on doit être capable de proposer au client un prototype de ce que pourrait être ce qu'on a pensé. Et ça, par contre, c'est très, très dur à faire en France parce que les gens vont dire, mais je ne peux pas bloquer 5 jours d'affilée, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et, alors que pour obtenir ce résultat-là, éventuellement, ça va peut-être leur prendre 10 jours au final. Mais ils vont rester disponibles, ils vont pouvoir aller voir leur boîte mail, ils vont pouvoir… parce que c'est ça en fait, toutes les notifications, c'est une drogue en fait.
si je ne suis pas sur le réseau, qu'est-ce que je vais rater? Ah ouais. Qu'est-ce que je vais rater? Et en fait, voilà, je vous mets au défi. D'ailleurs, j'ai prévu d'écrire un article dessus. Je vous mets au défi de ne pas regarder vos téléphones, de ne pas vous connecter à quoi que ce soit pendant une journée. Je vous mets au défi. Voilà. C'est un grand malade. Voilà, faites-le. Ça va pas la tête. Faites-le. Et pareil, Cal Newport parle d'un gars qui était journaliste, qui s'est coupé du monde pendant un mois. Ah ouais, bah ouais. Pendant un mois. Ouais. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il ne s'est rien passé. Hein. Il n'a rien raté. Quand je voyageais là, en road trip, on était dans des moments où on n'avait pas de réseau du tout. On lisait des bouquins, on regardait des vieux films qu'on avait téléchargés sur un disque dur sur l'ordinateur. Mais on revenait à la civilisation, il ne s'est rien loupé. Là, il y a une espèce d'excitation massive autour de Clubhouse. Ouais. Ça va, mais ça mousse à 200%. Et c'est un tas de… Voilà, ils viennent gratter des techniques d'audience. Ils ont raison de le faire, hein, je ne dis pas le contraire, mais ils font ça en mode blablabla. J'ai dit, OK, vas-y, on va jouer avec ce genre de truc. Les mêmes qui viennent pleurer que Facebook nous mange une quantité de données extraordinaire, Clubhouse, c'est le diable à côté de Facebook, ça ne dérange personne parce que je veux ma part d'audience, je veux ma part de quelque chose. Ça fait de l'argent, hein, attention, hein, mais personne peu ont pris le temps d'évaluer ce nouveau truc. Il faut que je l'appréhende, il faut que je me lance, il faut que je fasse quelque chose, etc. Est-ce que ce temps-là et cette énergie-là a plus de valeur que de rester sur LinkedIn ou d'écrire quelque chose, j'en sais rien, ou faire une vidéo comme on est en train de le faire. Je ne sais pas du tout. Hein. Mais il y a quelque chose… Tu vois, c'est exactement ce que dit Cal Newport sur les outils comme ça. Il ne dit pas que ce n'est pas, intéressant. Il dit, est-ce que c'est ce qui va contribuer le plus à ce que vous soyez performant? Oui. Voilà. Je veux dire, si être sur Facebook, ça vous génère, on disait tout à l'heure, 1 million de chiffre d'affaires, vous avez intérêt à être sur Facebook. Par contre, si vous êtes sur Facebook d'un point de vue, entre guillemets, professionnel et que vous ne faites pas 1 euro sur Facebook, posez-vous la question, quoi. Ouais, c'est un vrai sujet. Bon, moi, pour Clubhouse, de toute façon, on m'a invité, mais de toute façon, il faut sur l'iPhone iOS 13 et mon téléphone est tellement vieux que je ne peux pas le télécharger. Donc, je suis bloqué, donc c'est très bien. Next. Bien. Donc, je vous rappelle que quand on veut devenir efficace et performant, il y a des étapes. La première, c'est de faire une purge des tâches à effectuer. On l'a vu, ça. Les passer au crible de la création de valeur pour faire la distinction entre ce qui va être tâche et projet et les activités. De toute façon, on a vu aussi, il y aura toujours des activités, il faudra toujours garder du temps dessus. Et puis après, on a vu la dernière fois comment il faut les rédiger. Bien, donc quand on fait la purge, il y a plusieurs façons de faire. Celle que je vois le plus souvent quand je dis aux gens de faire une purge, c'est qu'ils prennent un papier, une feuille, etc. et les marquent. C'est un bon début. Par contre, la bonne façon de faire, c'est d'utiliser des post-it. Et à ce moment-là, de mettre une idée de ce qui vient en tête quand on fait la purge. Hein, on voit bien, là, il y a de tout et n'importe quoi. Hein. On voit qu'il y a un meeting à 10 heures, on voit qu'il y a commandé les pizzas, etc. etc. Bon, voilà. C'est vraiment de commencer comme ça. Quand vous faites la purge, si vous voulez la faire bien, il ne faut vraiment pas essayer d'écrire tout de suite correctement les tâches. Il faut se vider la tête, il faut faire un brain sweep. Voilà, on vide tout, on met sur des post-it et éventuellement on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on va bouger pour les organiser, etc. etc. Le post-it, on n'a pas fait mieux, que ça soit des vrais post-it ou d'ailleurs que ça soit des post-it sur son bureau, sur son écran. Si vous avez un très grand écran, ça va fonctionner. Si vous avez juste un écran de PC portable comme j'ai, de toute façon, vous allez rapidement être limité. Et à ce moment-là, moi, je vous encourage vraiment, vraiment à le faire avec des vrais post-it. En plus, vous allez réapprendre à écrire à la main et à être capable de faire des post-it que les autres puissent relire. Et donc, une fois que vous aurez fait la purge, que vous aurez identifié ce qui est des activités et ce qui est des tâches et des projets, que vous les aurez écrits correctement, vous allez vous retrouver avec une liste et donc vous allez enfin avoir une to-do list. Elle sera complète ou pas complète, ça dépendra
de l'attention que vous aurez portée à la purge, mais en gros, vous aurez enfin votre to-do list. Et en fait, pour la piloter, on s'en fiche complètement de l'outil. Hein, tu le sais très bien, je suis le premier à dire que voilà, un abruti avec un outil reste un abruti. D'accord? Donc, ce n'est pas l'outil qui va vous faire devenir intelligent. C'est comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, je ne traque pas mon temps parce que je ne vois pas la valeur que j'ai dessus. Donc, de toute façon, à part te payer pour utiliser un tracker de temps, et encore, je te connaissant, il faudrait qu'on te paye vraiment très cher pour que tu le fasses parce que ça ne te créera aucune valeur. Donc, voilà. Donc, ce qui est important, vous pouvez le gérer, on le verra plus tard, avec des post-it, avec un Kanban. Vous pouvez le gérer au travers d'outils, etc., etc. On s'en fiche complètement, ce n'est pas l'outil. D'ailleurs, quand vous allez choisir l'outil, il faudra choisir un outil qui vous correspond. Des outils pour gérer des to-do list, il y en a plein. Le tout, c'est d'en prendre un, de le tester, et si vous vous sentez bien avec, de le garder, parce que si à chaque fois c'est une contrainte, tôt ou tard, dès que vous aurez un peu moins d'énergie, vous allez lâcher l'outil et vous allez vous retrouver avec une to-do list zombie, quoi, dans laquelle il y a des trucs parce que vous n'allez jamais la voir. Et en fait, la tentation, elle va être très forte de se dire, bah, comme j'ai ma to-do list, c'est bon, maintenant, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et donc, voilà. Et donc, je vais devenir une machine de guerre. Je vais marquer un truc dans ma to-do list. Comme ça va être dedans, que je vais le piloter, etc., ça va super fonctionner. Donc ça, je dis tout de suite, ouais, c'est ce que les mauvais vont vouloir vous faire croire dans des formations. D'accord? Ils vont vous dire, ouais, faites une to-do list et puis vous allez voir après, vous allez la piloter, ça va être super facile, etc., etc. Moi, j'ai arrêté plusieurs fois de faire du to-do list pour la bonne et simple raison que je me suis rappelé de certaines choses. Et ceux qui ont déjà testé les to-do list, c'est pour ça que c'était l'intitulé de l'épisode, Enfer ou sérénité, ils se rappellent de quelque chose. C'est que quand on ne la pilote pas, sa to-do list, eh bien, chaque jour qui passe, on rajoute des trucs dans la to-do list. Et en fait, on en sort très peu. Et donc, forcément, si tous les jours, il y a des nouvelles lignes dans la to-do list et qu'on n'en retire pas, on ne fait que quoi? On ne fait que se créer l'enfer. C'est-à-dire que tous les jours, quand on va la revoir, on va se dire ah, hier, j'en avais 20, maintenant, j'en ai 25, et à la fin de la semaine, j'en ai 120, j'en ai sorti combien? Aucune. Donc là, en effet, la to-do list va être l'enfer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça déborde. Ça déborde de partout. Ça déborde d'abord du tableau, etc., etc. Vous n'aurez plus à tous les voir. Ça déborde de votre tête, parce qu'en plus, toutes celles que vous avez marquées dans votre to-do list, elles restent dans votre tête. Et donc, il y a toujours ce petit bonhomme-là, l'ange qui vous dit, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ci, tu devrais faire ci, tu devrais faire ci. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, à un moment, vous renoncez, vous balancez tout à la poubelle, un peu comme ce qu'on prend comme engagement au premier de l'an. Hein, on va courir, on va faire du sport, on va lire, on va se coucher tôt, on va manger plus sainement, etc. etc. Et puis, en gros, 15 jours après, comme on voit qu'on n'a rien tenu, on se dit, ouais, tout compte fait, c'est comme d'habitude, et on jette tout. Donc, on voit bien que la to-do list, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'est qu'un outil. D'accord? Donc, c'est comme tous les outils, il y a la bonne façon de l'utiliser et il y a la mauvaise façon de l'utiliser. Un marteau, à la base, c'est fait pour enfoncer des clous. Dans certains pays, ça sert à casser des os. D'accord? Est-ce que c'est le marteau qui est le problème? Non, c'est celui qui l'utilise. Donc, derrière la to-do list, si on veut vraiment être efficace, il va falloir qu'on se rende compte que ça nous sert à quelque chose. Et avant de rentrer sur comment prioriser, etc., je vais te partager quelque chose qui est très important et qui a considérablement changé ma façon d'aborder la gestion de ma to-do list. Donc, qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui manque dans tout ça? Tu en as parlé un peu. Ce qui manque, c'est de faire que la to-do list apporte de la sérénité. Si la to-do list ne crée que de l'anxiété, d'accord, c'est que vous ne pilotez pas correctement votre to-do list. Et donc, voilà, je vais vous donner un truc, d'accord? C'est, premièrement, si vous voulez devenir efficace et performant, il va falloir que vous changiez vos habitudes. Ce n'est pas parce que vous faites une to-do list, si vous continuez à travailler comme vous travailliez avant de faire la to-do list, vous n'avez juste que rajouter une contrainte à quelque chose sur lequel vous savez déjà que vous étiez mauvais. Donc, si vous ne changez pas,
et que vous étiez mauvais et que vous rajoutez un truc qui ne va faire que vous montrer tous combien vous êtes mauvais, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment très, très mauvais, parce que maintenant vous allez traquer les choses, ça ne marchera pas. Et donc, en fait, pourquoi il faut changer ses habitudes? Parce que pour pouvoir être efficace et performant, il faut renforcer la confiance en soi. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre des engagements avec vous-même. Là aussi, le but, ce n'est pas que ce soit votre to-do list qui votre pilote. Et c'est ce qui se passe en fait. Quand vous avez une to-do list qui ne fait qu'augmenter, c'est que vous devenez esclave de votre to-do list. Non. Le but, c'est quoi? C'est d'être capable de voir dans votre to-do list par rapport à ce qui va créer le plus de valeur pour vous et prendre des engagements et de les tenir. Et quand vous allez commencer à les tenir, ces engagements, vous pourrez passer à l'étape d'après qui va être de définir éventuellement comment on priorise pour choisir dans la to-do list. Et donc, la première étape pour renforcer cette confiance en soi, pour montrer que vous vous êtes mis en action, c'est quoi? Ça va être de creuser dans vos to-do list, d'accord? Les lire, la lire, cette to-do list. Et en gros, c'est tout bête, tout bête, tout bête, tout bête, tout bête. Vous allez identifier 3 priorités dans la journée. D'accord. 3. Je me fiche complètement de savoir si c'est la prioritaire, pas la prioritaire, si c'est l'importante, etc., etc. C'est 3 trucs, d'accord, sur lesquels vous vous engagez à les avoir fait à la fin de la journée. Et vous prenez ce que vous voulez. Hein. Je n'ai pas dit il faut prendre les gros trucs, les petits trucs, les machins. Vous prenez ce que vous voulez. D'accord? Vous commencez, vous n'avez pas le droit de commencer votre journée avant d'avoir écrit ces 3 choses-là. Vous les mettez sur un post-it bien en face, vous les mettez où vous voulez, il faut qu'elles soient visibles, d'accord? C'est les 3 trucs sur lesquels vous vous êtes engagé. Ça peut être d'envoyer un mail à quelqu'un, comme ça peut être de rédiger un article de blog, comme vous voulez, d'accord? Donc, la difficulté des priorités que vous allez vous donner, c'est vous qui la définissez, d'accord? Pour ceux qui sont un peu plus matures, voilà, on pourrait commencer déjà à introduire de la priorisation. C'est, en gros, sur les 3 priorités que j'ai définies, c'est quel sera l'impact à la fin de la journée si je les ai réalisées ou si je ne les ai pas réalisées. Alors, le deuxième, souvent, les gens l'oublient. D'accord? Bon, prenons un exemple concret. C'est ce soir qu'il faut rendre sa déclaration d'impôt. D'accord? Ça peut être bien de le mettre dans les priorités si vous ne voulez pas payer 10% de plus, bêtement. D'accord? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est quand on définit les priorités, c'est soit ce qui va vous faire grandir, soit ce qui va vous éviter de perdre quelque chose. D'accord? Et en fait, ce qui est super important sur ces 3 priorités, c'est qu'il faut qu'elles ne dépendent que de vous. Donc, si c'est obtenir la signature du contrat, non, ça ne dépend pas de vous. Il y a quelqu'un qui est dans la boucle. Donc, par contre, sur ces 3 priorités-là, il ne faut qu'elles ne dépendent que de vous. Je reprends mon exemple de la signature du contrat. Qu'est-ce qui dépend de vous? De relancer pour savoir si où en est le traitement de l'offre chez votre client. Ça ne dépend que de vous. Et pourquoi ça? Parce que derrière, vous allez noter, vous allez prendre un calendrier, vous en trouvez un, vous en imprimez un, et à chaque fois que vous aurez réussi à tenir vos engagements sur ces 3 priorités, vous allez mettre une croix dans le jour. D'accord? Et vous allez compter le nombre de jours successifs où vous arrivez à mettre une croix. C'est la méthode Don't Break the Chain. D'accord? Et vous allez voir, si vous êtes comme la majorité des gens, que ça va être super dur, ne serait-ce même qu'avoir une semaine complète où il y aura des croix. Ouais. Pour la petite histoire, j'ai mis plus de 3 mois à avoir 2 semaines complètes où j'ai pu mettre les croix. Donc, c'est bien là où on voit qu'il n'y a aucune contrainte puisque c'est vous qui choisissez vos priorités. Hein, donc, je n'ai pas dit des gros trucs, des petits trucs. Vous prenez ce que vous voulez. D'accord? Et par contre, l'engagement que vous prenez, c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même. D'accord? Donc, si vous voulez, éventuellement, vous pouvez même le partager éventuellement avec vos collègues. Ça va vous mettre une pression un peu plus supplémentaire, etc., etc. Et en fait,
on verra, à partir du moment où vous avez défini ces 3 priorités, ben, de façon caricaturale, vous n'avez le droit de faire autre chose que quand vous avez fini ces 3 priorités. Évidemment, si vous avez un rendez-vous avec un client ou un rendez-vous, etc., vous n'allez pas le décaler. Mais en dehors des engagements que vous avez déjà pris, qui sont bloqués dans votre agenda, vous n'avez pas le droit de faire autre chose tant que vous n'avez pas fait ces 3 trucs-là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que, j'ai repris un peu ta phrase, d'accord? Le succès, c'est un processus et pas un événement, d'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez devenir efficace et performant, il faut que vous soyez capable d'avoir confiance en vous quand vous prenez un engagement. Et donc, la première étape qu'il y a là, c'est de pouvoir se rendre compte, parce que tout ce qu'on va dire après dans les autres vidéos, si vous n'êtes pas capable de tenir les engagements que vous prenez vis-à-vis de vous-même, ça ne vous servira à rien. Tôt ou tard, ça va déborder. Et tout ce qu'on vous aura dit, vous allez nous dire c'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Non, c'est juste que vous n'aurez jamais pris d'engagement avec vous-même et que vous ne tenez jamais vos engagements vis-à-vis de vous-même. On l'a dit, il va falloir changer vos habitudes. Et changer ces habitudes, c'est compliqué. Et donc, la première étape, c'est est-ce que vous êtes suffisamment fort dans votre tête? Est-ce que vous avez suffisamment envie de devenir efficace et performant pour remettre en cause votre façon de piloter votre temps? Et donc, voilà la meilleure façon de savoir si vous êtes mûr, c'est ça. Tous les jours, vous regardez votre to-do list, vous choisissez 3 trucs dedans, et à partir du moment où vous avez choisi les 3, vous n'avez pas le droit de faire autre chose tant que vous ne les avez pas finis. Donc, et les 3 trucs, ça peut être fini en 5 minutes. Hein. Ces 3 trucs basiques, ça peut être fini en 5 minutes. D'accord. Le tout, c'est d'être capable, à la fin, de pouvoir avoir 21 jours d'affilée où vous avez mis la croix. Pourquoi? Parce que quand on change les habitudes, il faut au minimum 21 jours pour avoir, en ayant réussi, d'accord, pour pouvoir se dire qu'on a commencé à faire changer l'habitude. Je le redis encore une fois. Hein, 21 jours consécutifs. Si vous êtes à 18 croix et que vous en ratez une, vous repartez à 0. 0. Ouais. Vous repartez à 0. Ça, c'est la partie qu'on oublie souvent d'annoncer sur ces 21 jours. Voilà. Donc, et tout ça, pourquoi? D'accord? Donc, c'est de renforcer la confiance en soi et en fait, de pouvoir se dire, bah oui, quand je reçois une notification, je la prends ou je ne la prends pas? Eh ben, vous avez le droit de regarder vos mails, de réactiver vos notifications que quand vous aurez fini ces sacrés 3 trucs que vous êtes donnés dans la journée. Basta. Basta, c'est tout. Tu as déjà fait ça, Joséito? Oui. En fait, je le fais pas plus tard que ce matin à 9 h, j'étais à la poste parce que ça fait 15 jours que j'ai des colis qui traînent avec du café dedans pour Brice et Mathieu de chez HubSpot. Et donc, ça traînait dans mon agenda, et parce que je n'avais pas le temps d'aller à la poste. Et ce matin, j'ai dit, je ne commence rien dans ma journée tant que je ne suis pas allé faire ça. Parce que c'est le mercredi où je suis dispo. Et donc, forcément, à partir du moment où j'ai pris mes 2 colis, que j'ai scotché, j'ai fait mes BL, je suis allé à la poste, je suis revenu, c'est bon, ça, c'était fait. Après, ce que toi, tu dis, moi, je le fais, et c'est intéressant, parce que je le fais le lundi. Je mets 3 dossiers pour la semaine. Ça, on verra après, ouais, en effet. Après, voilà. Mais là, il manque un starter pour certaines. Il y a des journées coup de pompe. Hein, tu parles oui. à plusieurs reprises d'énergie. Et c'est vrai que je le fais pas au quotidien. Il faut que ça devienne une habitude comme se brosser les dents. C'est-à-dire que l'idéal, vraiment, l'idéal, si vous voulez vraiment devenir efficace, c'est de prévoir les 3 trucs que vous devez faire la veille. Comme ça, dès que vous commencez, et là aussi, quoi, à partir du moment où vous avez défini ces 3 trucs-là, d'accord, vous n'avez pas ouvert votre mail, vous n'avez pas ouvert Facebook, vous n'avez pas ouvert LinkedIn, vous n'avez rien ouvert. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon, vous allez vous faire happer, il y aura forcément un truc qui sera là et vous vous direz, bon, ça c'est pas grave, j'ai passé 5 minutes. D'accord? Et au bout d'1 heure, vous vous rendrez compte que vous avez passé 1 heure. Et donc, vous allez, chaque fois que vous allez succomber
à ce point-là, en fait, vous allez détruire la confiance en vous sur le fait que vous êtes capable de tenir des engagements. Ouais, c'est important. C'est ça qui est grave. Ouais. C'est ça qui est grave. C'est fondamental. C'est à partir du moment où vous prenez un engagement vis-à-vis de vous-même, il faut le tenir. Parce que sinon, tout ce qu'on va dire derrière sur la priorisation, sur le management, sur la stratégie, etc., si en gros c'est faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, ben, vous ne serez pas crédible. Vous ne serez pas crédible. Ça se verra. Tôt ou tard, ça se verra et ça vous reviendra dans la figure. Et en fait, quand on vous le dira, ça vous fera mal. Pourquoi ça vous fera mal? Parce que vous savez pertinemment que ce qu'on vous dit est vrai. Parce que c'est vrai. D'accord? Cool. Donc, José Lito. Allez, demain. Ouais. Les 3 choses. On est quel jour demain? On est jeudi. On est jeudi, j'ai un courrier important à terminer, une communication pour les clients à terminer. Allez, attends. Tu me le remets dans la bonne syntaxe. Verbe d'action, pour une date, afin de quoi? Figure-toi que demain, en fait, il faut que je rédige un mail que je vais devoir envoyer avant le début juillet à quelques centaines de clients parce qu'au 3 juillet 2021, on ne peut plus avoir de gobelets plastiques dans les distributeurs automatiques. On ne peut avoir que des gobelets recyclables, en matière recyclable, plutôt du carton. Voilà. Donc ça, c'est un sujet important. Et dans cet ensemble de choses, ce gros dossier, je suis en charge de rédiger le mail informatif et explicatif auprès des clients. Donc ça en fait un pour demain. Ça en fait un. Juste comme ça? Allez, je te titille. Combien de temps pour faire ça? Tu l'estimes? Ça va me prendre 120 minutes exactement. Je sais qu'il faut bien 2 heures pour faire le plonger. J'ai beaucoup de documents à lire aussi. Donc, je sais que j'ai besoin de 2 bonnes heures pour faire ça. À côté de ça, j'ai une autre tâche qui est… Donc ça, entre guillemets, c'est un projet. Ce n'est pas une tâche. Pourquoi? Il faut que tu ailles chercher les documents. Il faut que tu les lises. Il faut que tu rédiges. Donc, on voit bien qu'il y a dans cette décomposition-là, on est plus sur un projet que sur une tâche. Donc là aussi, c'est un truc, quand vous avez du mal à commencer quelque chose, décomposer le projet en des petites tâches. Et en fait, vous allez voir que la première, qui est éventuellement d'aller collecter les documents, va vous mettre dans le bain, va vous donner l'élan pour continuer après. Sinon, si la tâche paraît immense, dès qu'il y aura éventuellement une école qui viendra pour faire une vidéo dans votre boîte, vous allez vous échapper parce que vous allez avoir l'impression de pouvoir prendre une respiration. Donc, il y a un premier truc. Ça, c'est une tâche. Et ça, je le fais exactement comme tu dis, c'est-à-dire qu'à 8 heures, je suis devant mon ordinateur au bureau, j'ai enlevé mes vêtements, mon casque, etc. Et je ne fais rien d'autre que ça. Si j'ai un petit truc qui des fois est défaillant, mais ça me prend 5 minutes. Tous les matins, j'ouvre mon chiffre d'affaires. Je regarde mon chiffre d'affaires tous les matins et je n'ai pas besoin de philosopher. 5 minutes, je regarde mon chiffre d'affaires. Le deuxième truc que je veux faire qui est super important, oui. Pourquoi tu ne le regardes pas le soir? Pour vraiment le matin, directement commencer, parce qu'entre le soir et le matin, il ne va pas se passer grand-chose, si? Non, ça c'est vrai. Non, tu as raison. Donc, je pourrais effectivement regarder ça le soir aussi. Ouais, ça c'est un vrai sujet. À quel moment tu décides de faire certaines choses? Je pourrais le regarder le soir, simplement parce que j'ai pris l'habitude de ne pas regarder des trucs du bureau. Enfin, c'est que j'arrive le matin, c'est sur mon bureau, il y a déjà mes onglets qui sont ouverts, hop, je check. Mais c'est un truc qui ne me distrait pas en fait. C'est-à-dire que c'est dans une routine de je prends, je regarde, ok, j'ai pris le pouls de mon commerce, je passe à la suite. Ce que je ne fais pas, la plupart du temps, parce que je ne suis pas un super-héros, c'est d'ouvrir ma boîte mail. Ça c'est mortel. Le deuxième truc que je vais faire, c'est prendre un rendez-vous, là tu vois, chez le coiffeur. Donc, ça c'est une tâche qui a une autre valeur, mais c'est obligatoire. Donc, et je sais que je vais le faire à 10 heures et que ça va me prendre 5 minutes.
mais mon coiffeur ouvre à 10h, à 10h01, je l'appelle, à 10h05, j'ai un rendez-vous pour samedi, coiffeur. Ça, c'est une deuxième tâche. Ouais. Et une troisième tâche que je dois faire, c'est ça va être de reprendre mes réunions du vendredi. Alors ça, après, c'est spécifique à chacun, mais j'ai tendance à stocker mes réunions au même moment dans la semaine. C'est-à-dire que tu parlais des batchs. J'aime bien, dans mon temps, avoir 2 grosses plages. Il y a des phases de mon temps, de mon agenda que je ne maîtrise pas et je ne cherche pas à le maîtriser. Je laisse passer des événements. Mais par contre, le lundi et vendredi, c'est des journées que je garde en mode réunion, un bout à l'autre de la semaine. Et donc là, juste la tâche, la vraie tâche qui a de la valeur, c'est de demander à chacun si les réunions sont confirmées. Juste ça. OK. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent il y a la vie professionnelle et il y a la vie personnelle. D'accord. Moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire que si vous avez des tâches qui sont en souffrance, que ça soit professionnel, le week-end, elles vont vous bouffer votre week-end, et inversement. Je veux dire, s'il y a des tâches qui sont en souffrance d'un point de vue personnel, etc., et que vous êtes au boulot, elles vont vous bouffer aussi. Donc ça, moi, là, les gens qui arrivent qui me disent, moi, c'est des silos étanches entre le boulot et enfin, j'arrive pas à le conceptualiser. Donc, dans les 3 tâches, en effet, dans les 3 tâches, il faut prendre aussi ce qui va vous libérer l'esprit aussi, que ce soit perso ou pro. Moi, dans ma to-do list, j'ai à la fois le perso et le pro. Alors ça, je mélange allègrement. Il y a vraiment des choses. Le chiffre d'affaires de mon commerce ne m'empêche pas de dormir, donc je peux le regarder le matin. Par contre, parce que c'est une histoire vraie, vendredi dernier à 23h30, je suis tombé sur le mail d'une cliente qui avait un problème pour passer sa commande. Le samedi matin, à la première heure, c'est-à-dire à 8h du matin, j'étais devant mon ordi, j'ai rédigé un mail, à 10h, je l'avais au téléphone, problème solve. Sinon, mais ça me vérolait mon week-end, c'était définitivement mort. Et je rappelle qu'étant responsable d'un e-commerce, je travaille 365 jours par an. Les clients n'arrêtent pas de commander le vendredi à 17h. Donc, je l'accepte parfaitement, comme d'aller sur LinkedIn le week-end. Mais par contre, ça, le point que tu soulèves, il est important. Je ne garde pas quelque chose qui, à la fois, va m'empêcher de dormir ou qui va me réveiller tôt le matin. Ça marche aussi, se coucher à l'heure des poules et se réveiller à l'heure des corbeaux. Le truc qui, à 5h du matin, me réveille en me disant « Merde, faut pas que j'oublie demain ». Ça, c'est une catastrophe nucléaire. Il y a 2 choses, en fait, dans ce que tu viens de dire. Il y a le fait de ne pas l'oublier. Mais alors là, c'est tout bête. C'est mets des post-it à côté de ton lit, quoi, puis note-le. Comme ça, tu peux t'endormir et tu es sûr, le lendemain matin, tu vas le retrouver. Ou est-ce que c'est le sujet qui est brûlant, et même en l'ayant noté sur le post-it, il va te bouffer ta nuit. Oui, ça, c'est autre chose. Dans 90% des cas, c'est juste de le noter, quoi, pour ne pas l'oublier, quoi. Donc là aussi, ça va dans le sens de dire, ayez des post-it à côté de vous ou des fiches cartonnées, ou vous avez votre téléphone avec une appli pour le noter dessus, ou éventuellement, si vous n'avez pas d'appli, quelque chose qui marche très très bien, envoyez-vous un mail. C'est débile, mais, clairement. Voilà. Mais au moins, le lendemain matin, quand vous allez checker votre boîte mail, ça va être bon, quoi. Alors ça, ce que tu as dit, c'est important. Ce n'est pas dans ce qu'on se dit aujourd'hui, mais c'est important. Le truc qui te bouffe, ça, c'est une règle en tout cas que j'applique depuis de nombreuses années. Je ne laisse pas un truc me bouffer 48 heures d'affilée. Si je me couche 2 fois dans une semaine, 2 fois d'affilée avec un truc et que je sens que vraiment ça me mange la tête, j'ai beau me faire pipi dessus, avoir très peur de ce que je vais devoir affronter, je morcelle le bazar. Et là, ça, c'est une tâche. C'est de dire, OK, si je dois envoyer un message à quelqu'un, si je dois faire quelque chose, c'est juste, je ne reste pas avec ça. Comment je passe à l'action? Et finalement, en t'écoutant, parce que je le fais sans m'en rendre compte, je découpe le truc en petites tâches et j'en prends une et je me dis, au moins dans ce truc qui me mange le cerveau,
j'ai fait quelque chose. J'ai fait avancer d'une petite case, j'ai fait ma part. Là, je fais des trucs de prêt immobilier, machin. Ça, c'est généralement des gros projets bien pris de tête. C'est OK. S'il y a un truc qui mange le melon, allez, je fais ma part. Une relance ou de mail ou un truc comme ça. Tant qu'on est actif et qu'on avance, on renforce ça. Je reviens encore, hein, c'est vachement important. On renforce la confiance qu'on a en soi quand on prend un engagement. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer? On va éventuellement prendre moins d'engagement. Oui. C'est ça aussi qui est important. C'est pour pouvoir tenir les engagements qu'on prend avec soi-même, il va falloir qu'on refuse de prendre des engagements que les autres vont vouloir vous donner. Et donc, voilà le résumé de l'épisode. Parce que tu m'avais dit la dernière fois, ça serait bien qu'il y ait un résumé. Donc, maintenant, je le fais en système. Ouais, top. La première, c'est que la to-do list n'est qu'un moyen, c'est un outil. Donc, ce n'est pas parce que vous faites une to-do list que vous allez devenir efficace et performant. Il y a beaucoup de formations sur Internet où ils vont vous expliquer qu'il faut faire des to-do list et qu'à partir du moment où vous aurez votre to-do list, ça va fonctionner. Ce n'est pas vrai, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. S'il y avait un outil magique pour devenir performant et efficace, ça se saurait. D'accord? Pour pouvoir devenir efficace et performant, il faut renforcer la confiance en soi. D'accord? Et pour ça, on a discuté on a vu la règle des 2 minutes la dernière fois. Le truc de la séance, c'est 3 tâches par jour que vous définissez et qui ne dépendent que de vous. C'est-à-dire que vous n'avez aucune échappatoire pour pouvoir dire non, je ne pouvais pas le faire parce que ça ne dépendait pas de moi. C'est ça le fait, hein, en fait, de dire pourquoi elles doivent dépendre que de vous, c'est que vous n'avez aucune échappatoire. Aucune. Vous avez toutes les clés pour pouvoir le faire. Donc après, si vous ne l'avez pas fait, comme vous avez dit que vous deviez le faire, c'est que vous avez choisi de ne pas le faire. D'accord? Et puis après, vous faites un bilan tous les jours pour savoir si vous mettez la croix dans le calendrier, vous comptez le nombre de croix successives Ça, c'est bon. De façon objective. Hein. Vous mentez non, pas. Mais tu parce as que le tracking derrière, du temps, mais ça, je vais faire. Ça, je fais le jeu. Allez, je fais le jeu, le challenge des 3 tâches. Le challenge des 3 tâches, voilà. Et après, après, quand vous allez devenir efficace, vous allez pouvoir vous dire 3 tâches le matin, 3 tâches l'après-midi. Et puis, on verra plus tard qu'en effet, il faut essayer, quand on sera arrivé à des objectifs, je dirais à la semaine, évidemment, il faut se définir 3 trucs importants à faire dans la semaine. Bon, ça me va, je lance à partir d'aujourd'hui, le challenge des 3 tâches pendant 21 jours. Je vais cocher les cases, hein, je suis curieux. Je suis curieux de savoir. Là, tu m'as titillé. Autant sur le temps, je voyais bien que j'ai déjà fait l'exercice. Et ça, c'est important, tu vois, ce que tu dis pour conclure quand même sur ces histoires d'outils. Je n'y avais pas pensé, mais tu m'as éclairé là-dessus. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'outils pour traquer mon temps, sauf si j'étais dans un gros projet où je dois traquer mon temps. Mais j'ai plus besoin parce que je l'ai tellement fait que je l'ai intégré dans ma façon d'être. C'est devenu une habitude, en fait. Cette histoire des 3 tâches n'est pas chez moi une habitude. Je me lance. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Tu m'as dit 3 mois. Te connaissant un peu, j'ai déjà une petite idée il fera nettement plus chaud, il y aura moins de neige au moment où je vais commencer à faire, j'aurai coché toutes mes cases. Cool. Je rebondis sur ce que tu disais, Josito, sur le tracking du temps. Tu dis, je me connais, etc., etc. Ouais. Sauf que le jour où tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait, à ce moment-là, moi, je t'encourage vraiment à le faire. Parce que là, quand je t'ai posé la question de savoir combien de temps ça va te prendre de faire le mail, c'est venu tout de suite. Tu m'as dit 2 heures. Donc, visiblement, tu as déjà fait ce type de mail, etc., etc. Et donc, tu as intégré qu'il te fallait 2 heures. Donc, en effet, quand on a une certaine expérience par rapport à des tâches qui sont récurrentes, on est capable de faire. Par contre, à partir du moment où on va se lancer dans quelque chose qu'on n'a jamais fait ou qu'on a déjà fait, mais dans un contexte qui est différent et où on dépend des autres, il faut revoir ses estimations. Donc, j'aurais tendance à dire oui, tu n'en as pas besoin quand tu as des tâches qui ne dépendent que de toi. Par contre, quand tu veux estimer la durée d'un projet où tu dépends des autres, là, ça peut être super important de traquer son temps pour voir combien de temps les autres vont mettre à répondre à ce que tu leur demandes.
Ah ouais, ça j'aime bien faire cet exercice avec mon Jira là de Voilà. quand quelqu'un me dit non mais je l'ai fait cette semaine. Quelqu'un m'a dit non mais je t'ai répondu mais je t'ai répondu tout de suite José Lito. Non, 7 jours. Mais non, je t'ai répondu tout de suite. Bouge pas. Voilà, c'était rigolo parce que c'est Google Analytics en l'occurrence, donc je dis tu vois ta courbe là, tu vois là pendant 7 jours. Non, t'es sérieux? Bah ouais. Et j'ai eu droit. Ouais, ça va, des fois, je mets 15 jours, 3 semaines. Hein. Je dis, OK, bon, ça, c'est ton délire. Mais oui, bien vu le fait d'ajuster quand même, d'affiner et de ne pas le tenir pour acquis. Et on OK, verra, on bon. verra, on verra un peu Ouais. plus tard, malgré tout, que quand on ne traque pas son temps, voilà. Ah, Moi, j'essaie de me défiler hein, au mieux, ça me mais gratouille par rapport, par exemple, à ta stratégie. ouais, C'est-à-dire que, bon, d'accord. voilà, oui, toi, on est. Non, mais c'est super important parce que là, en gros, tu es efficace. C'est-à-dire que tu sais estimer Ouais, le temps qu'il faut. Par contre, oui, est-ce que tu es performant? C'est-à-dire non. que par rapport à tes objectifs à toi, tu répartis bien ton temps pour choisir les tâches qui vont Non, bien pour, non. etc. Et donc voilà, c'est ça aussi le tracking du temps. Il y a un premier truc, il y a une première étape qui est on traque son temps pour faire un diagnostic, pour se rendre compte généralement qu'on n'est pas si beau qu'on pense. Petite anecdote, voilà. Euh, j'ai fait remarquer à quelqu'un de très proche euh, qu'elle avait regardé 4 heures la télé. Et je lui ai dit, 4 heures sur 24 heures, ça Bam. fait, ça fait un bon pourcentage, quoi. Eh ouais, eh ouais. D'accord? Non, Et donc après, sérieux. j'ai dit, le but, c'est pas de dire que 4 heures, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est juste, est-ce que tu es conscient que tu as passé 4 heures? Si tu en as besoin, si tu en avais besoin, si c'était prévu, etc., c'est pas un problème. Par contre, si ce n'était pas prévu et qu'en gros, tu n'as pas fini tes foutues 3 tâches, etc., là, par contre, c'est problématique. Donc, quand on traque son temps, ce n'est pas pour se faire mal, c'est pour avoir un retour par rapport aux engagements qu'on prend par rapport à soi-même. Donc, traquer son temps tout seul, ça ne sert à rien. Par contre, quand on commence à traquer, quand on a fait un premier bilan, qu'on commence à mettre en place ces 3 tâches, qu'on va mettre en place la priorisation, qu'on va définir après les objectifs, etc., traquer son temps, ça devient indispensable pour savoir si on est sur l'autoroute pour avancer très vite et être vraiment performant, ou est-ce qu'on est en train de prendre les chemins de campagne et en fait, on ne sera jamais performant. Donc voilà, c'était le petit truc qui me… C'est important. Tu sais, dans la sémantique, je ne dis pas j'ai pas le temps. Je suis toujours très précis. Je n'ai pas pris le temps sur ce Exactement. sujet. Oui, c'est la Et même ça chose. semble. Ouais, mais ça a changé. Ça change. Ça a changé ma perception. Je crois que ça a été la première il y a des années de ça, quand quelqu'un m'a corrigé, quand je n'ai pas le temps et que quelqu'un m'a repris le volet en me disant tu n'as pas pris de temps sur ce sujet-là. J'ai eu arrêt sur image. Tout s'est mis en place et je me suis dit, bah merde, ok, d'accord. Et depuis, à force de le répéter, et en face, tes interlocuteurs, quand tu dis, quand on te dit, bon, tiens, José Lito, Arnaud, tu as fait ça, et que tu dis, non, non, j'ai pas pris de temps là-dessus, waouh. Et en plus, tu n'as pas honte, tu vois, t'as pas honte de le dire. Bah non, en fait, parce que c'est comme ça, c'est ce qui est. J'ai pas consacré de temps. C'est exactement ce que je disais sur les engagements. Ouais, Commencez par prendre des engagements vis-à-vis de vous-même pour les tenir et vous allez vous rendre compte que ouais, pour pouvoir tenir vos propres engagements, vous êtes obligé de ne pas prendre des engagements vis-à-vis des autres. Et à ce moment-là, certain. c'est Ouais, très facile de dire aux gens, je n'ai pas pris le temps de faire ça parce que. On ouais. verra qu'après, normalement, quand on délègue des tâches, il y a un certain nombre de choses à faire pour justement que ça soit dit avant et non pas quand le travail qui n'a pas été fait va poser beaucoup de problèmes. Et ça Oh, ça sera plus tard. j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Merci beaucoup, Arnaud. C'est vraiment top. Je me régale. À la semaine prochaine. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, bon, vous pouvez mettre dans vos tâches de regarder les autres vidéos. Voilà, et puis voilà, je vais… Abonnez-vous. Abonnez-vous, et puis voilà, je dis qu'il faut s'engager. Donc, pour la prochaine fois, je vais réfléchir à pour quand j'ouvrirai éventuellement un truc
en bêta test. Et en gros, je prendrai 10 personnes maximum Top. pour tester en gros le truc avant d'en faire une formation. Donc, pour ceux qui sont intéressés, eh ben, je vous dis, sur LinkedIn, un petit mot, je suis intéressé. Vous mettez bêta test dessus. Et puis, quand j'en ai 10, je fermerai ça. Et puis, j'annoncerai pour quand je proposerai quelque chose mercredi prochain. Génial, super. Voilà. Merci Bon. beaucoup Arnaud. Eh ben, écoute, bonne journée, bonne semaine à toi et à la semaine prochaine. Bye bye. et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Salut.